il pleut, le ciel est bleu, il y a du vent mais rien n'y paraît. C'est un moment parfait, je l'oublierai jamais. Qu'est-ce que vous pensiez de la promo par rapport à votre démarche artistique? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui peut gâcher quelque chose dans le côté instinctif qu'on peut avoir dans l'écoute de votre musique ou dans tout ce que vous faites? Est-ce que devoir tout expliquer en promo, c'est pas quelque chose qui est un peu problématique? J'aime bien faire la promo quand même parce que comme ça, bah déjà, c'est vachement bien de se lever le matin. Tu dis, ah, bah, y a des gens qui s'intéressent à moi, qui vont me poser des questions, qui ont écouté mon disque, qui veulent ça. C'est quand même vachement gratifiant. C'est quand même un privilège parce que t'imagines que tu te lèves un matin et tu dis, bah, mais non, t'as pas d'interview, personne s'intéresse à ton disque. Alors tu te dis, le pauvre petit. Donc je suis content quand ce matin j'étais content, je me dis ah bah, je vais parler de mon disque, c'est bien. Il y a des gens qui ont des questions à me poser. Alors c'est quand même un privilège avant tout. Ok. Et je me demandais si même au-delà de ça, il n'y avait pas une espèce de construction dans votre façon de faire de la promo, parce que vous, du coup, tout le monde parle de vous en disant il a son univers, il est dans sa bulle, c'est difficile de l'atteindre, etc. Et est-ce que la façon dont vous êtes quand vous êtes en promo, justement à détourner un peu, pas forcément toujours expliquer, etc. Est-ce que c'est quelque chose de réfléchi, que vous avez pensé très tôt ou c'est naturel? Non, moi je suis pas un penseur. Hein. Bah, disons que je préfère pas tirer des plans sur la comète. Parce que tu es forcément déçu hein, quand tu as une intention, quand tu as un plan d'action. Ça marche jamais, puis c'est pas du tout mon style. Donc je prends au jour le jour ce qui se passe. J'ai aucun plan d'action. Okay. Donc en même temps, ce qu'il y a de bien, c'est que je découvre mon disque. Parce que bon, quand tu fais un disque, ça va vite, tu es dans ton truc, il y a un élan, tu t'arrêtes pas trop pour réfléchir. Et une fois que c'est fini, bon, ben, tu commences à en parler, et là tu comprends ce que tu as fait. Okay. Ça peut arriver d'être catastrophé. Hein. Tu te dis, oh merde. Et là, vous êtes catastrophé? Bah non, bon, ça va. Ça va. Ok. Et justement, par rapport à cette image que vous renvoyez, est-ce que vous n'avez pas la sensation parfois de ne pas être pris au sérieux parce que comme les gens peuvent pas rationaliser ce que vous faites tout et comme vous dites sans plan d'action, sans rien et que c'est quand même des traits particuliers, est-ce que vous avez l'impression qu'on dit bon de toute façon il est dans son monde donc voilà on ne peut pas analyser plus loin que ça et du coup est-ce que parfois vous avez la sensation que vous n'êtes pas pris au sérieux? Globalement je m'en fous. J'ai aucune envie d'être pris au sérieux, mais j'ai aucune envie de ne pas être pris au sérieux non plus. Donc j'ai pas d'idée là-dessus. Les gens me prennent comme ils peuvent me prendre. Au moment où une rencontre se fait, ça se fait ou ça se fait pas. Après tu peux pas forcer le destin, ni deux personnalités. Bon, des fois ça clash, des fois ça s'épouse, mais on peut pas. Tu peux pas lutter contre ça. De toute façon, moi, on m'a jamais pris au sérieux. Donc, même quand j'étais petit, il y avait une connerie qui était faite, je disais c'est pas moi, mais en fait, tout le monde disait que c'était moi. Donc, c'est triste. C'est triste, hein. Je me faisais punir pour des trucs que j'avais pas commis. Parce qu'on m'a jamais pris au sérieux. C'est comme ça. Je sais pas pourquoi. Mais du moment que ça vous dérange pas. Non. Ça va. Bah, sauf quand y a une injustice. Très bien. Ok, donc ensuite, je voulais un peu parler de votre passé parce que c'est toujours intéressant de voir ce que les gens ont fait avant. Et j'ai vu sur Wikipédia que vous aviez joué. En fait, il y avait marqué que vous aviez joué au basket au haut niveau. Et puis il y avait référence manquante. Et donc, j'avais pas la source. Donc, je vous demande. Voilà, au niveau, tout est tout est relatif. Hein. Attention. Hein. Moi, donc, je viens de Vendée.
85, 8-5. Et mon plus haut niveau, c'était les sélections de Vendée. C'est-à-dire que j'étais en équipe de Vendée, tout simplement. Mais alors, la Vendée qui était quand même un sport, une région, un département de basket à fond. Il y a beaucoup de licenciés quand même, mais j'étais parmi les 10 meilleurs de mon année. Ouais, c'est quand même pas mal. Hein. C'est pas mal. Et vous avez joué combien de temps? J'ai joué au basket, je veux dire, 12 ans. Okay. Donc ça a bien, ouais, c'était ma passion, fait, je pensais qu'à ça. Voilà, ça fait partie de votre vie, parce que j'ai vu que vous étiez intéressé à la musique aussi très tôt, mais est-ce que du coup le basket c'était quelque chose aussi de très important dans votre vie? Je pensais qu'à ça. Je voulais être professionnel, mais j'étais petit et puis j'étais lent. Ce qui n'est pas des conditions pour réussir au basket. Donc vous avez un été petit stoppé, lent, personne n'a envie de ça. Vous avez été stoppé par vos propres limites, ou est-ce que vous êtes passé à autre chose dans votre vie? Ben, j'ai fait de la musique en fait vers 17 ans et puis je prenais tout mon temps après. Du basket, je suis passé avec à la musique. Mais bon, en même temps, c'était quand même lié parce que j'ai rencontré des entraîneurs en Vendée, donc, qui nous passaient de la musique. D'accord. Donc il y a un Américain que je remercierai jamais assez, qui s'appelait Shelby Hartorn, qui venait de Chicago et qui s'est retrouvé donc en Vendée, je ne sais pas par quel miracle, mais je crois qu'il y a des problèmes avec la justice. Alors c'est un truc qui s'échappe un peu des États-Unis. Il s'est retrouvé donc à nous entraîner et il nous passait du Curtis Mayfield sur son gros ghetto blaster, c'était dans les années 76, 77. Et il passait du Curtis Mayfield et il disait le basket, c'est le rhythm, le rythme. Le mec, il avait tout compris. Alors ça, c'était un choc. Puis nous, ah bon, qu'est-ce que c'est? Quoi? Le basket, c'est du rythme, c'est n'importe quoi. Et en fait, il nous apprenait ce que c'était la vie aussi. Le basket, c'est la vie. La vie, c'est le rythme aussi. Ok. Ensuite, vous avez fait des études d'art à Rennes, si je ne me trompe pas. Exact. Et je voulais savoir comment ça s'était passé, comment vous l'aviez vécu. Bien, parce que bon, j'étais un peu dans le basket, comme j'ai dit, hein, mais je sortais jamais trop de mon coin. Et donc je suis arrivé à la fac de Rennes et donc j'ai découvert tout un truc, c'est-à-dire des profs qui nous passaient des films incroyables que j'avais jamais vus, de Jean Genet, des films de Jean Eustache, de Jean Renoir, que des films de Jean. Et puis, il nous faisait découvrir la musique contemporaine. Moi, j'étais à Rennes, donc il y avait plein de concerts partout le soir. Bon, donc à la fac, c'était génial parce que bon, j'y allais en gros 10 heures par semaine. Puis le reste du temps, j'étais à traîner dans les concerts et tout ça. Je découvrais la musique en même temps. Donc c'était tout un truc qui s'ouvrait complètement. Hein. Ouais, donc ça a été une étape formatrice pour après votre carrière. Oui. Et puis à Rennes, je faisais des groupes et tout ça. Donc j'arrêtais pas de faire de la musique aussi en même temps. Tout était en même temps. Et tout ça d'ailleurs, ça me fait penser, sans apprendre la musique, le langage musical proprement dit. Parce que dans votre album, là, vous nous expliquez comment on peut jouer avec les accords et les petits numéros. Oui. Et du coup, j'en profite pour parler de ça. Comment ça se fait que depuis tout le temps que vous êtes dans cet univers de la musique, vous n'ayez jamais voulu ou apprendre Mais ça accroche pas. C'est-à-dire que à chaque fois que je suis en répétition, on me parle de « oui, mais alors les 4 premières mesures, qu'est-ce qu'on fait ?» Et à chaque fois, je dis je sais pas ce que c'est une mesure. Et alors à chaque fois, on m'explique, mais la répète d'après, j'ai déjà oublié. Donc il y a un apprentissage. Moi, quand on m'explique, je comprends rien. Donc il faut apprendre tout seul. Donc j'apprends tout seul, et puis j'appelle pas ça une mesure. J'appelle ça un moment de temps. D'accord. Donc après, il faut tenter d'expliquer ça. Voilà, mais bon, on y arrive. Hein, mais c'est vrai que j'ai aucune envie d'apprendre la musique parce que je préfère que ce soit le mystère pour moi. D'accord.
Mais ça fait 25 ans que j'en fais, ou 30, mais donc c'est pas facile de conserver un mystère. Bah, c'est pour ça, c'est ce que je me disais. Ouais, c'est du boulot. Hein. ouais, j'imagine. Dans la chanson Papa de votre dernier album, vous glissez subtilement des remerciements pour lui et du coup, je pense avoir compris que ça n'a pas toujours été évident votre art et votre musique pour lui. Et du coup, moi, je voulais savoir si il y a eu un moment où vous avez annoncé à vos parents que vous alliez vraiment faire de la musique votre vie et comment ça s'était passé. Est-ce qu'il y a eu une discussion? Comment ça s'est fait et comment ils l'ont pris? Bon, il n'y a pas eu de discussion, mais enfin, déjà, je pensais pas du tout vivre de la musique, hein, donc j'avais aucune ambition de ce genre. Hein, donc, je voulais juste m'amuser, puis m'exprimer. Mais je leur ai jamais dit, je vais faire de ça comme métier, tu vois, puisque c'était pas du tout mon ambition. D'accord. Et du coup, vous disiez que vous vouliez faire quoi alors? Vous saviez pas? Je savais pas du tout quoi. Je savais pas du tout quoi faire. J'adorais dessiner. Alors je me disais tiens peut-être que je ferais des illustrations et tout ça. Puis du coup je me suis senti à l'aise dans la musique même si je savais pas en parler ni je savais pas ce que c'était que la musique. Mais enfin je me suis tout de suite senti à l'aise parce que j'ai toujours aimé chanter, danser aussi. J'adore danser. Donc je dansais tout le temps. J'ai même gagné des prix dans des discothèques. Ah. Ouais. Des prix d'originalité. Donc c'était un mélange de... Je me sentais bien à faire la musique, quoi. J'ai jamais eu de problème à faire la musique. D'accord. Maintenant, je vais vous donner des dates que j'ai piochées dans tout quand j'ai recherché des choses sur vous. Et du coup, je vais vous dire à quoi ça me fait penser et vous allez me dire ce que vous en pensez si vous voulez bien. Donc la première, c'était en 99, quand vous avez dit à Thierry Ardisson, l'idée même de l'intelligence au service de la musique me fait fuir. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement et est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Est-ce que vous pensez toujours ça? Oui, l'intelligence, bon, il y a des gens extrêmement intelligents qui font de la musique. Par exemple, il y a des gens, je ne saurais pas dire, mais je pense pas que ça soit la qualité première pour un musicien. C'est même, ça peut faire même beaucoup de dégâts, l'intelligence, dans la musique. Beaucoup de dégâts. Et du coup, vous aimez pas quand on essaye d'analyser, d'intellectualiser les choses? Je pense qu'un musicien qui intellectualise sa propre musique, c'est terrible. C'est terrible. C'est beaucoup de, ça va dans le mur, direct. Pour moi, hein, je pense. Okay. Mais je préfère quand il y a de l'inconscience, quoi. En pop, je trouve que c'est l'inconscience, ça marche très bien. Si je prends quelqu'un comme Jonathan Richman, qui fait de la musique presque, je veux dire, sans se soucier de transmettre quelque chose, si tu veux. C'est-à-dire que plus ça s'éloigne de la pédagogie, mieux ça vaut pour moi. D'accord. En 2004... Qu'est-ce que j'ai encore dit en 2004? Non, pas dit, mais fait. Vous avez écrit, et clippé l'hymne officieux de l'Euro. Exact. Et c'était pour SoFoot et les Inrocks. Oui. Et je voulais savoir comment ça s'était fait, où est-ce qu'on était venu vous chercher, ou est-ce que c'est vous qui avez voulu faire ça et pourquoi? Alors non, c'était ces journaux-là qui m'avaient demandé. Donc c'était aussi quelque chose qui me concernait parce que j'adore le foot. Ah oui. Ouais, je regarde beaucoup le foot. Donc ça marchait très bien pour moi parce que j'étais content de faire ça. C'est une des passions. D'accord. Ouais. Et vous pensez que c'est pourquoi qu'ils vous ont contacté, vous, pour faire cet hymne-là? Ben là, quand on me demande c'est-à-dire que je ne demande jamais pourquoi on me demande quelque chose. D'accord. Jamais. Est-ce que vous préférez pas savoir? Je préfère pas savoir. Hein. Okay. Ou alors comme si je joue un film, par exemple, ou que j'avais fait avec Eric et Ramsey l'autre jour, ou des trucs comme ça. Jamais je demande pourquoi moi. Disons que j'ai pas envie de savoir.
Alors, je voulais revenir sur l'année 2006 qui a été votre plus grosse année de succès médiatique. Vous étiez un peu partout, vous avez fait vraiment beaucoup de choses après la sortie de Robot après tout. Et je voulais savoir, comme ça fait 10 ans pile, quel est le regard rétrospectif que vous avez de cette année-là? Est-ce que vous avez des anecdotes qui vous restent ou des choses comme ça? Qu'est-ce qui me reste? C'était une période quand même très riche parce qu'on était en tournée la plupart du temps. Et complètement à la ramasse la plupart du temps. Je le dis tout net. On était complètement en combustion, quoi. D'un point de vue hygiène de vie. Donc il fallait faire ci, il fallait faire ça. En fait, comme les petits chiens, j'allais faire où on me disait de faire. Ok. Et ça vous plaisait? J'aimais bien ça. Puis, parce que j'ai fait la musique un petit peu avant, c'était plus sur moi-même. Là, j'avais envie de partager aussi, donc ça tombait bien. Parce qu'il y avait plus de monde au concert. Puis j'avais envie aussi de me plonger dans la foule, littéralement. Donc je faisais du aquaplaning. Non, c'est pas ça le mot. Si. C'est ça? Ouais, non. Oui, mais pour les bagnoles, ouais. On comprend l'image, quoi. Comment tu dis? Ah oui, d'accord. Crowdsurfing? Ah d'accord. C'est ça que je voulais faire. Ah, okay. Et donc je pouvais pas le faire avant parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde au concert. Et là, il y avait plein de monde pour me soutenir. Donc il y avait comme ça un échange de bons procédés. Où c'est vrai que quand tu fais ce genre d'activité, il faut avoir confiance en les autres. Et il faut que les autres aient confiance en toi. Donc il y a quand même un contrat mutuel. Et j'étais un petit peu dans cette période de partage absolu. J'étais content de faire ça. Okay. Et justement, moi, j'ai retrouvé dans cette année-là, vous avez fait à la fois... il y avait quelque chose de très populaire. Effectivement, il y avait beaucoup de monde à vos concerts. Et puis, vous avez par exemple participé à l'album de Christophe Willem, qui était le vainqueur de la Nouvelle Star. Donc, voilà. Et en même temps, vous avez fait un spectacle au Centre Pompidou, donc culture vraiment de niche. Donc moi, je voulais savoir, est-ce que vous passez facilement de cette culture de masse à cette culture de niche? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez bien faire? Est-ce que ça vous intéresse? Ah oui, moi, je n'ai pas de difficulté avec ça. D'autant qu'en tant que... comme public, je suis vraiment bon public. C'est-à-dire qu'il y a des trucs je vais vraiment du extrêmement populaire au pointu, sans aucune hiérarchie. Dans mes goûts personnels, je parle. Donc j'imagine que ça me... J'ai pas de difficulté avec ça. Okay. En 2007, vous avez rencontré Éric Zemmour. Ah, on n'est pas couché. Ouais. Voilà, je pense que déjà ça, vous pouvez m'expliquer ce que vous avez ressenti, si vous en souvenez. Oui, je m'en souviens, mais qu'est-ce qu'il disait? Oui. Il disait... oui, il avait une vision très paranoïaque de ce que j'étais. C'est pas étonnant puisque je pense qu'il souffre de paranoïa. Donc, ce qui l'oblige évidemment à fermer ses propres frontières. Donc j'étais face à quelqu'un qui voyait ma musique de façon paranoïaque, c'est-à-dire qu'il pensait que je me foutais de la gueule des gens ou de lui-même, c'est-à-dire d'insulter son intelligence, en fin de compte. Donc alors j'avais dû lui dire qu'il valait mieux se détendre avant d'écouter ma musique, sinon si t'es un peu parano, t'es foutu. Si tu penses qu'on se fout de ta gueule. Très bien. Et oui, du coup, j'avais noté ça, c'est effectivement exactement ce que vous aviez répondu. Et du coup, je voulais savoir, parce que vous aviez dit exactement, je pense pas que je me lèverais le matin et que j'irais en studio si c'était pour me foutre de la gueule de tout le monde. Et du coup, moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui vous motive pour vous lever le matin et pour aller en studio? Parce que vous avez quand même fait énormément de disques, et vous faites énormément de choses, des livres, de la danse, etc. Et c'est quoi qui vous motive?
C'est vrai que des fois, je me demande, mais pourquoi je fais tout ça? Souvent, je me pose la question. Puis, alors, bien sûr, il faut s'occuper, hein, c'est vrai. Mais non, c'est surtout que ça m'allège énormément. Mm. Bah oui, tu vois, si tu promènes tes bagages toute ta vie, ça s'alourdit, mais il faut savoir aussi, comme dans les montgolfières, tu sais, tu mets un peu de lest, tu jettes les paquets de sable. Mm. Bon, faut que ce soit des jolis paquets, bien sûr, faut les enrober, mais ça me rend plus léger, voilà, c'est ça qui me motive. Ok. C'est l'idée de voler de mes propres ailes, comme un petit angelot Très bien. de 47 ans, avec un gros bidon. Ensuite, la prochaine date ne vous concerne pas directement, mais je voulais savoir ce que vous en pensiez. En 2009, Kanye West arrache le prix de Taylor Swift au MTV Video Music Awards. Et j'ai vu que vous aimiez bien la musique de Kanye West, d'après ce que j'ai compris. Et est-ce que vous vous rappelez de ce moment-là? Est-ce que vous l'avez su tout de suite? Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Oh, bah, j'ai trouvé que c'était une folie. C'est ça qui est génial chez lui, c'est qu'il est fou. C'est qu'on ne peut pas attendre d'un artiste qui soit normal. Moi, je déteste l'idée que les gens soient normaux. Enfin, je veux dire, en musique ou en art, quoi, en général. Alors, lui, il est fou. Et il le fait, quoi. C'est beau. C'est forcément beau. Plutôt que d'être dans son siège, à pas être d'accord, ben, le gars, il réagit à son instinct, il y va. C'est d'une grande beauté. La beauté du geste. Quitte à se ridiculiser, bien sûr. Ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est comme son disque, là, qu'est-ce qui devient son disque? Parce que moi, ce que je comprends pas, c'est que Pablo, là, En fait, il l'a modifié. il le modifie tout le temps. Il a Ouais. été beaucoup réajusté. Là, il y a une nouvelle version qui Ah, a été mise sur Tidal. c'est ça. Voilà. Donc ça bouge tout le temps. C'est en train de bouger. Parce que j'ai l'impression qu'il est sur Apple Music là aussi, alors qu'il avait dit qu'il le ferait jamais. Très apprécié du genre de Ouais, c'est ça. Vous avez pensé quoi, ça va? Mais j'ai entendu qu'une version, moi, j'ai adoré. J'adore ce disque. Mais ça bouge tout le temps. Alors, mais ce que j'aimerais bien voir, c'est l'objet. Parce que moi, j'aime bien voir l'objet. Il n'y en a pas. C'est ça. Alors, ce qui rend fou, parce que il a raison, parce qu'un disque, c'est jamais fini. Mais sauf que lui, il exhibe son doute devant tout le monde. Il exhibe tout ça. Donc, c'est aussi encore une folie. Et ce qui prouve bien que, enfin, pour moi, hein, je trouve que c'est le génie d'aujourd'hui, quoi. Il expose tous ses doutes comme Jésus. Il devient Jésus. Parce que on voudrait le toucher, mais il n'existe plus, parce qu'on ne peut pas toucher l'objet. Donc c'est comme Jésus. En 2013, vous avez eu, en fait ce qui m'intéressait, c'était votre connexion avec Eric Cantona. Vous avez failli jouer dans un film avec lui, qui s'est finalement pas fait, j'ai l'impression. Et vous l'avez dirigé aussi dans la pièce de théâtre que vous avez faite, Tefra Formation. Pardon. Et voilà, je voulais savoir comment s'était fait cette rencontre. Alors c'était une pièce de théâtre que j'ai écrite avec Robert Stadler. Alors, Robert Stadler, c'est celui qui a fait ce canapé, qui s'appelle Tefra. Et donc c'est l'histoire de ce canapé. C'est-à-dire la vie de ce canapé, comment il est né, comment il est mort. Et donc qui s'est assis dessus, quelle était la vie du canapé. Et donc à un moment dans la pièce, il y a un couple qui achète ce canapé dans une foire. Et donc il y a Eric Cantona et Ludivine Sagnier qui jouent sa compagne. Alors on les voit baiser sur le canapé, faire des tâches sur le canapé, enfin commencer à s'énerver sur le canapé. Enfin c'est la vie du canapé. Et donc il y a Eric Cantona qui est là. Donc je le connaissais pas. J'étais très impressionné quand je l'ai vu la première fois. Déjà, tu le regardes, il est plus grand que toi. Enfin, que moi, en l'occurrence. Je parle pas de toi, je sais pas combien. Toi aussi? Oui. Et puis, il est très impressionnant et tout ça. Et j'ai adoré travailler avec lui. Mais du Parce coup, que... c'est vous qui aviez voulu le contacter? Enfin, c'est vous Oui, que... Okay. Absolument. Ben, je croyais que ça faisait un beau couple.
avec Ludivine Sagnier, ça marche bien. Et puis, bah alors c'est quelqu'un qui parle pas énormément, moi non plus, donc ça laissait beaucoup de temps mort, ce qui fait du bien dans une relation humaine. Un peu d'espace. On peut pas tout le temps parler, C'est sûr. c'est vrai, non? C'est vrai. Très bien. Et en août 2015, vous animez l'émission La langue à l'oreille sur France Inter. Exact. Et je voulais savoir un peu quels avaient été les retours des gens déjà sur cette émission, parce que du coup, moi, j'en ai écouté un épisode. Et je voulais savoir aussi ce que est-ce que ça avait un sens pour vous que un média d'un service public accueille un programme comme celui-ci, un peu insolite, un peu sans avoir un sens très rationnel. Et voilà. Bah déjà, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, donc j'étais attiré forcément par l'idée de le faire. Et après, je me suis pas posé la question justement pourquoi ils me demandent. Là encore, Oui, parce qu'ils vous avaient demandé donc. oui, Ouais. c'est pas Ok. moi qui ai proposé. Bah, ils font ça maintenant, les cartes blanches. Ouais. Alors je sais Oui, j'ai plus. vu avec C'est Arthur Juliette, H qui est en ce Ah, moment. ok. Donc chacun conçoit son émission comme ça. Bon, moi je me suis passionné par ça parce que j'adore la radio, j'en écoute tout le temps. Et donc j'avais dans l'idée de faire une émission que j'avais jamais entendue. Mm. Et quelque chose qui est un fantasme d'émission. Donc un fantasme, c'est quoi? C'est quelqu'un qui suit sa pensée, c'est-à-dire du coq à l'âne, parce qu'on ne pense pas de façon aussi rationnelle qu'on voudrait le croire. Donc il y a beaucoup de... C'est un montage comme ça, de coq à l'âne, comme ça, c'est une pensée qui dérive un peu. Donc après, la question, c'était... Bah, du coup là je vous demande quels ont été les retours. Est-ce que vous avez des retours d'auditeurs? Est-ce qu'on vous a transmis si les gens avaient apprécié ou... bah, les gens avaient visiblement apprécié, parce que après ils m'ont reproposé 8 émissions, alors je les ai fait... j'en ai fait 14 en tout. Ok. Donc ça semblait bien marcher. Je sais pas trop. Hein. Moi, je suis pas trop au fait de ce que les gens pensent. Là encore, je préfère pas trop savoir. Très bien. Là, je vais revenir à des questions plus classiques. Est-ce que, enfin, donc vous avez fait plus d'une dizaine d'albums depuis à peu près 25 ans. Qu'est-ce que vous diriez que celui-ci apporte de plus que les autres, et enfin, qu'est-ce qui vous plaît dedans, dans ce que vous avez apporté avec celui-ci? Bon, ben, c'est vrai qu'il faut toujours que ce soit des albums différents. Sinon, pourquoi les sortir? Donc là, c'était plutôt une rencontre avec un instrument qui s'appelle le piano. Alors, je connaissais pas trop le piano. Et donc, c'était comme si je devais parler une autre langue que je connaissais pas. Et donc, j'avais des choses à dire. Et j'ai décidé de le faire avec le piano, avec des touches noires et des touches blanches. Donc une vision complètement binaire du monde. Touche noire, touche blanche. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc je découvrais, j'étais comme un gosse. Bon, sauf que ça fait 30 ans que je fais de la musique, bon, mais le piano, j'étais comme un gosse. Donc c'était une rencontre avec ça. Et puis avec un moment émotionnel de la vie où on perd son père. Donc c'était un moment émotionnel fort, où quelque chose devait jaillir, exploser, pour se raccorder un peu avec le monde. Donc c'est ce que j'ai fait dans ma piaule, tout seul. C'était aussi c'est un disque aussi sans batterie. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de disque sans batterie, et ça change tout. Un disque sans batterie. Ça ramène, ou sans beat, quoi. C'est BEAT, bien sûr. Donc ça change tout, ouais. C'est vraiment un rapport intime où la danse n'est plus n'est plus tout à fait le lien. La danse, enfin, on se comprend. Je voulais savoir si, dans votre rapport à la création,
Est-ce que vous avez besoin d'être seul? Voilà. Bah alors, quand j'écris, c'est un truc de solitude pour écrire, parce que c'est vraiment comment on pourrait dire, du flux qui arrive vite, c'est un peu volcanique, ça doit... Donc c'est un peu gênant de montrer ça à tout le monde, je fais ça en cachette. J'ai quand même ma pudeur. Ok. Parce que c'est quand même une décharge. Vous voyez un peu il y a quelque chose de sexuel aussi. Donc c'est très gênant devant tout le monde. Mais alors ce que j'aime après, c'est rencontrer quelqu'un en production, quelqu'un qui est enregistré, et après des musiciens pour jouer sur scène et tout ça. Au fond, c'est après que des portes s'ouvrent. Et donc l'étape de passer de cette solitude, de ce que vous avez créé dans l'intimité, à le montrer à d'autres personnes, c'est pas quelque chose de difficile? C'est toujours un peu gênant. Mais bon, il faut bien y passer par là. Ok. J'ai vu que vous aviez dit que vous aimiez bien Tyler, the Creator. Et pourquoi? Alors je suis tombé, il y a une émission que j'adorais alors qui s'appelait Le Move, là c'est la radio, que j'écoute beaucoup la radio. Et ça s'appelait Les Cautionneurs. Donc c'est la caution, hein, le groupe de hip-hop qui a une programmation extraordinaire tous les samedis soirs. Les Cautionneurs, et ils avaient passé donc un morceau de Tyler, the Creator, que je connaissais pas, et tout ça. Je connaissais Haute Future. Ah ouais. Je prononce mal l'anglais. Hein, mais... Pas de problème. Et donc je suis tombé là-dessus, je trouvais ça fabuleux parce que justement c'est à la fois clownesque, un peu grotesque aussi, notamment dans ses clips qui sont extraordinaires. Et puis ça mélange la violence, notamment son dernier disque qui s'appelle Cherry Bomb, qui est génial parce qu'il est bipolaire un peu. C'est de l'ultra-violence par moment, et puis des romances où on a l'impression qu'il parle à une femme avec l'idée de la séduire. Donc ça mélange la violence et le côté romantique. Alors je trouve que c'est un album génial. Et puis ces clips que je trouve déments, il n'hésite pas à se ridiculiser. Et ça, j'admire beaucoup ça. Hein. Et justement, j'avais jamais pensé au lien évidemment, mais effectivement, quand j'ai vu que dans une interview que vous disiez ça, que vous disiez que vous l'admiriez, etc., je me suis dit qu'effectivement, vous ne trouvez pas que vous avez un point commun dans vos démarches? Est-ce que vous dans le ridicule, c'est ça? Vous retrouvez un peu en lui? Ah oui, c'est vrai que le grotesque ou le ridicule, ça me fait pas peur. Je trouve que ça fait partie du du fait de faire des chansons. Je trouve qu'il faut passer par le ridicule. On ne peut pas montrer que le bon côté de soi-même. Il y a de la violence aussi. Par exemple, le clip qui s'appelle Compliqué, c'est un clip violent où je m'abaisse aussi. Et je trouve que c'est important d'aller jusque-là. C'est quand même, il faut être un peu honnête. Et je trouve que lui, il l'est aussi. C'est quand même très rare. Elle a une odeur, on dirait un doudou, très doudou. Y a comme une odeur de je sais pas quoi qui me rappelle le jour où la première fois j'ai trouvé la vie belle.